Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Ce soir, nous vous proposons un 3D spécial hommage aux héros des résistances à l'ordre colonial Béhanzin Bioguera Kaba. À l'occasion de la célébration du centenaire de la mort de Kaba, qui démarre le 5 avril prochain à Titengu, nous jetons des regards croisés sur les résistances dahoméennes, avec bien entendu un accent sur la résistance de Kaba. Quel sens donne-t-on au combat de nos héros? Quelles leçons en tirer pour la nation? Nous parlerons bien évidemment du colloque international sur Kaba et sa résistance. Deux invités sur le plateau. Emmanuel Tiando, président de la Sénat, historien, président du conseil d'administration de l'Union des peuples de la Takora Donga pour les acquis de Kaba. Alexis Adandé, historien, maître assistant d'archéologie, enseignant à la retraite. Nous avions invité également Léon Biobigou, enseignant-chercheur au département de géographie et aménagement du territoire, le secrétaire général de l'université d'Abomey-Calavi. Malheureusement, il ne sera pas avec nous, donc on va discuter avec mes deux invités. Bonsoir. Bonsoir Célestin. Première question qui est une question d'actualité. Vous savez, la déformation professionnelle. La question d'actualité, un peu lointaine quand même, hein, c'est l'article 151 alinéa 1 du projet qui a été envoyé à l'Assemblée nationale pour modification de la Constitution du 11 décembre, qui suscite beaucoup de débats. Et cet article dit « L'État reconnaît les chefferies traditionnelles gardiennes des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi ». Monsieur le Président, historien, est-ce que vous dites avec ce projet et cet article que c'est une sorte de réhabilitation de la mémoire de nos chefs, de nos rois? Merci, Monsieur Mara. Vous comprendrez que, compte tenu de mes fonctions, je n'ai pas à me prononcer publiquement sur le projet de révision de la Constitution. Mais spécifiquement, en revanche, concernant la réhabilitation des chefs traditionnels, l'État les reconnaît officiellement. C'est une bonne chose en soi, je dis bien en soi, parce que ce n'est pas une nouveauté pour notre pays. Vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, qui reconnaissent les chefs traditionnels. Et c'est dans le but de permettre à ces gardiens, à ces autorités morales, de contribuer au développement de leur pays qu'ils sont reconnus. Mais il faut faire attention, parce que si ces gardiens de la tradition et ces autorités morales dévient des fonctions qui sont les leurs, là vous n'aurez pas le résultat escompté. Si ces chefs traditionnels deviennent des acteurs politiques, vous n'aurez pas les résultats auxquels vous vous attendez. Deuxième observation, il faut savoir qui est chef traditionnel et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, nous assistons à une situation où tout le monde se proclame roi, tout le monde se proclame chef traditionnel, sans qu'il n'y ait une onction historique de ces attributs-là. Donc voilà ma préoccupation. Oui, c'est une bonne chose, réhabiliter, valoriser les chefs traditionnels, mais il faut que ces chefs traditionnels-là ne dévient pas des fonctions. Est-ce que vous craignez, comme M. Tiando Emmanuel et bien d'autres personnes, l'instrumentalisation de ces chefferies qui sont reconnues par l'État? Bon, à titre privé, je pense, exactement comme mon collègue, que l'essentiel dans toute mesure, c'est de savoir au profit de qui la mesure va se développer, au profit de qui. Et si on institutionnalise et on donne un caractère officiel à nos traditions, comme on le dit, n'est-ce pas, c'est d'abord nos traditions les plus positives, celles qui permettent à nos peuples de s'épanouir.
d'assurer donc la cohésion, n'est-ce pas, des communautés intracommunautaires et intercommunautaires en vue de leur épanouissement. En dehors de ces orientations, je crois qu'on devrait faire très attention quant au risque d'instrumentalisation donc, de ces traditions que l'on veut donc promouvoir. L'autre question qui vous concerne tous, mais particulièrement, j'allais dire, le royaume d'Abomey, peut-être d'autres royaumes, c'est que le gouvernement français, vous vous rappelez, le gouvernement béninois avait demandé au gouvernement français il y a quelques mois la restitution de ce que nous avons appelé les biens pillés par le colonisateur. Et apparemment, le gouvernement français dit non à la demande du Bénin. Comment vous réagissez? Bon, vous savez que ce problème, c'est un vieux problème qui a une histoire. Souvent, quand on reprend ce dossier, on oublie de documenter l'histoire de la restitution. C'est en 1951 que ce problème a été posé pour la première fois en direction de l'UNESCO. Et déjà, c'était la période coloniale, il ne faut pas l'oublier. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. Le professeur, enfin, son Excellence Amadou Matambo, premier directeur africain de l'UNESCO, pendant ses mandatures, n'a pas manqué de soulever ce problème-là. Et vous savez qu'il a mis en place des commissions en vue donc de résoudre dans l'entente avec les parties concernées ces questions-là. Une des précautions qui avait été suggérée, c'est que cette question soit posée de façon globale et que l'on puisse amener les pays concernés, à savoir la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Belgique, à trouver donc des termes d'entente. On va faire très court. Est-ce que vous pensez que le gouvernement béninois va réagir dans quel sens? Ça, moi, je ne pourrais parler au nom du gouvernement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une déception quand même dans... Oui, ben, ça, c'est sûr qu'il y aura peut-être une certaine déception. Mais je crois qu'il faudrait reprendre ce dossier et mieux le documenter. C'est ce que je pourrais recommander. Très bien. Je l'ai dit en introduction, Monsieur le Président, le 5 avril prochain démarrent les manifestations qui doivent marquer le centenaire de la mort de Kaba Natitengu. Le 10 décembre 2006, c'était le centenaire du roi Béhanzin. Le 17 décembre 2016, centenaire de la mort de Biorguera. Est-ce qu'aujourd'hui, le centenaire qui va démarrer le 5 avril prochain a une spécificité particulière? Je vois que le thème du colloque, c'est spécificité socio-historique, lecture plurielle et leçons pour le Bénin, la résistance de Kaba. Qu'est-ce qu'il y a concrètement de particulier? On a comme l'impression que, bon, les héros, il faut faire leur centenaire avec des rencontres internationales, quelques manifestations culturelles, et puis voilà. Non. Les résistances béninoises ou dahoméennes n'ont pas eu la même spécificité, pour la simple raison que le contexte géographique, le contexte social n'a pas été le même partout. Quand vous prenez par exemple la résistance de Kaba, vous constatez que c'est une résistance qui a été menée par des gens ordinaires, par des paysans. Parce que Kaba lui-même était tout simplement un brave paysan de la Takura. Il n'était pas un prince, il n'était pas un chef, il n'était pas d'une lignée princière, il n'était pas un roi, contrairement à ce qui est dit souvent. Ce n'est pas un roi, c'est tout simplement un paysan qui a voulu défendre la cause de la liberté. Ailleurs,
vous constatez que c'est des résistances qui sont menées par des rois pour défendre leur position, pour défendre leur royaume, si vous voulez, pour défendre leur position de classe, mais qu'il s'agisse de révolution, qu'il s'agisse de résistance organisée par des paysans ou par des rois, toutes ces résistances-là ont quand même un point commun, c'est le refus de la domination étrangère, le refus de l'occupation du territoire par des étrangers, par des gens qui viennent imposer leurs lois à une région, à une entité, parce que ces mouvements de résistance avaient tout simplement pour but de dire non, nous voulons rester nous-mêmes. Voilà. Monsieur Tiendo vient de le dire, si je résume sa pensée, au niveau d'Abomey, la résistance n'avait peut-être pas le même sens, puisque là, il y a une organisation, et on se dit, le roi, il défend peut-être ses intérêts, et non pas forcément l'intérêt des populations. Il défend une position stratégique de roi, non? Nous avons parlé tout de suite de contexte. Différent. Oui, le contexte aussi entre, par exemple, la résistance du roi Béhanzin avec son royaume, le Dahomey et la France, c'est le contexte de la période de la ruée impérialiste sur le continent africain et le rôle aussi stratégique que jouait le Dahomey dans cette volonté d'occuper l'intérieur, l'interland, et le Dahomey étant considéré comme un bouchon, puisque comme vous le saviez, au moment de la conquête du Dahomey, à la fin du 19e siècle, le Togo était déjà sous la colonisation allemande et le Nigeria sous la colonisation britannique. Donc, il y avait aussi cette dimension stratégique. Et comme il a été dit tout à l'heure, il y a donc eu cette volonté pour ce qui concerne le roi Béhanzin et ses partisans de ne pas céder le pays à l'étranger, s'y opposer. Et vous savez qu'au sein même de cette société, il y avait des contradicteurs, puisque certains étaient pour une position souple, éviter la guerre, et d'autres pour résister et tenter de bouter dehors donc l'envahisseur français. Certainement, il y a une position sociale de classe, c'est-à-dire donc la classe régnante, et comme vous le savez, un des points forts des conquérants sur le continent africain, c'était de jouer sur les contradictions. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces conquêtes ont été précédées par des missions qui étaient de véritables, comment vous dites ça, des missions de renseignement militaires, de renseignement sociologique, etc. Et toutes les contradictions vont être utilisées. Et on verra aussi que même pour les résistances de Bioguera, de Kaba, dans une certaine mesure, l'identification des contradictions, n'est-ce pas, dans l'environnement de ces mouvements vont jouer un certain rôle. Oui. Et puis vous savez, la grande querelle qui a opposé Glélé puis Béhanzin aux Français, c'est la question de la cession de Cotonou. Le port. Non, pas le port, mais enfin la cession de la région de Cotonou. La position stratégique. Et la position de ces deux rois, c'était de dire les divinités, les fétiches nous interdisent de céder un seul pouce du territoire national, enfin, territoire national du royaume du Dahomey. Donc, ce qui est intéressant à noter concernant ces résistances, qu'elles fussent
menée par des rois ou bien par des gens ordinaires, c'est ce souci de la préservation du territoire. Préserver le territoire signifie également préserver la culture, l'indépendance, les traditions au sein desquelles vivent ces populations. Donc il ne faut pas opposer de façon systématique les résistants ordinaires et les résistants qui étaient des chefs. C'est la même cause. C'est la même cause, on ne les oppose pas, mais les stratégies sont tout de même pas les mêmes. Évidemment. Quand je regarde, par exemple, qu'à un moment donné, moi je ne suis pas historien, que Béhanzin a dû négocier avec le colonisateur, il a été déporté, il a été en exil, mais que du côté de Kaba, et certainement de Biogara, vous allez me démentir si je dis des bêtises, là, il n'y a pas eu de négociation, ils se sont fait tuer. Oui, c'est toujours le contexte qui est différent. Pour la résistance de... Pourquoi n'aurait-il pas fallu négocier comme Béhanzin? Non, mais Kaba ni Biogara n'ont pas eu le temps de négocier. Ils ont été surpris. Et dans leur mentalité, on ne négocie pas non plus. Vous savez, les régions ne sont pas les mêmes. Et la mentalité des populations n'est pas la même partout. Il y a des régions où c'est le jusqu'au boutisme. À cause de l'honneur, on dit je préfère mourir, même quand on sait que la mort est à côté. Donc Kaba, le rapport de force, ils savaient, ils étaient conscients du rapport de force. Mais lorsque vous lisez des documents, vous voyez bien qu'ils étaient tout à fait conscients. Ils disaient ceci, par exemple, mourir pour mourir, nous n'avons pas de choix. Puisque les Blancs viennent prendre nos enfants, ils en font des tirailleurs et ces tirailleurs-là viennent encore nous tuer. Alors nous préférons la mort, nous préférons la liberté à la mort. Donc, la résistance de Biogara et celle de Kaba ne sont pas tout à fait semblables à ce qui a été observé au niveau de Béhanzin. Ils n'ont pas eu, en fait, le temps de négocier. Et puis, est-ce qu'ils voulaient même négocier? Ils ne voulaient pas du tout négocier parce qu'ils se disaient, mourir pour mourir, il vaut mieux mourir, c'est tout. Au fond, nous parlons de la défense du territoire qui est un élément important du sens de leur combat, mais il y a aussi la pratique coloniale, les travaux forcés. Ce n'était pas simplement qu'on voulait défendre le territoire. Là, vous avez raison d'ajouter cette dimension. Parce qu'il ne faut pas oublier que le contexte historique donc, des résistances de Biogara et de Kaba se situe dans la guerre, pendant la période de la guerre 14-18. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, la France métropolitaine était en difficulté. C'est vrai, les Français, avec les Anglais, venaient d'envahir le Togo voisin, ce qui éliminait en quelque sorte une menace potentielle. Mais, faut pas, et vous l'avez dit, les Français, dans le nord du Bénin, s'installaient. Ils avaient déjà commencé à aménager donc, les espaces par le système du travail forcé. Et je crois qu'une des raisons vraiment qui ont monté l'indignation de ceux qui vont être véritables héros de cette résistance, c'est justement un certain nombre de mesures jugées inacceptables. On a fait allusion tout à l'heure au recrutement des jeunes pour participer à l'effort de guerre de la France. Humaine de la France pour les transformer en tirailleurs. Ensuite, dans le même temps, il y avait des travaux d'aménagement et autres à faire dans ces espaces-là pour l'effort de guerre. Et tout cela dans des conditions jugées inacceptables par ces véritables leaders. On pourrait parler comme ça si on veut, pour ne pas faire un anachronisme, peut-être un anachronisme, mais en fait, c'était des leaders. Ils ont su conduire les uns et les autres dans le contexte de leur société. Biogara, qui, si je ne m'abuse, serait
Ouassangari, n'est-ce pas? Et comme l'a dit donc le professeur Emmanuel Tchando, Kaba, qui était un simple paysan. Mais ils se sont révélés par les circonstances du moment comme de véritables leaders qui, en quelque sorte, concrétisaient. Donc, bon, je ne voudrais pas parler de façon ras de terre, mais on dirait le ras de bol ou bien le ras de la calebasse, donc des populations qui en avaient assez donc d'être abusées. Et naturellement, ça a mené à une volonté de ne pas s'en laisser compter par le colon. Vous savez, un des lieutenants-gouverneurs, dans son rapport au gouverneur général, disait ceci, en gros, qu'il ne comprenait pas l'aversion irraisonnée de ces populations contre le recrutement militaire. C'est-à-dire que... Pour eux, c'était d'une évidence que on devrait participer à l'effort de guerre. Ils devraient accepter. Donc, pour ces populations, ce n'était pas du tout le cas. Parce que les gens se demandaient, mais prendre des enfants, les envoyer quelque part où on ne connaît personne, sans jamais être certain qu'ils vont revenir. Or, c'était des jeunes gens qu'on prenait, donc des braves valides, qui allaient assurer la subsistance de ces populations, pour ces populations. Et donc, ce sont les exactions, les abus de l'ordre colonial qui ont incité les populations à se révolter. Et vous savez, durant la période, même vous qui avez pour aïeux Kaba, si vous étiez dans les mêmes conditions, peut-être que vous auriez eu le même comportement, puisque c'était une remise en cause totale à la fois de l'ordre traditionnel établi et l'absence également de liberté. Les gens ne dormaient plus chez eux. Par conséquent, tout ce qui s'est passé a été tout simplement motivé par le fait que les gens en avaient marre. Très bien. Avant qu'on ne parle du colloque et d'autres questions, très rapidement, l'organisation, entre guillemets, des armées. À Abomey, il y avait toute une armée bien structurée avec les Amazones connus. Comment était structurée l'armée de Kaba? Il y a toute une légende autour de lui. Nous, petits, on nous disait qu'avec une seule flèche, il pouvait faire 100 victimes. Mais c'est justement l'intérêt de l'étude de cette résistance. Parce qu'il n'y avait pas d'armée dans la résistance de Kaba. C'était tout simplement un soulèvement populaire. Et quand il y a soulèvement populaire, il n'y a pas d'armée, c'est toute la population. Et c'est pour ça que la résistance de Kaba a été portée par l'ensemble des populations de l'Atakora, tout simplement parce qu'elles se sentaient concernées par la lutte qui avait été engagée par Kaba. Il n'y avait pas d'armée, les gens s'organisaient en groupe, les gens s'organisaient au niveau de chaque village pour construire des murs en pierre sèche, et à tout moment, Kaba organisait sa résistance en faisant des embuscades. Donc c'est de petits groupes de guerriers qui se retrouvaient dans plusieurs localités et qui menaient une guerre d'embuscade. Est-ce que les femmes ont contribué à... Ah si, les femmes ont contribué parce qu'il y a toute une logistique qu'il faut avoir pour entretenir ces guerriers. Elles préparaient à manger, elles leur donnaient de l'eau, elles les ravitaillaient en vivres. Et donc ce n'était pas une affaire simple, ce n'est pas quelque chose de désordonné. Ils étaient suffisamment organisés, ils savaient comment se procurer de la farine, comment se procurer de la viande, notamment chez les Peuls, dont ils allaient, disons, ramasser les troupeaux pour pouvoir survivre. Il y a toute une logistique, et il serait d'ailleurs intéressant qu'un travail soit fait sur cette organisation logistique des résistants dans un contexte où il n'y avait pas d'armée permanente.
Monsieur Adandé, aujourd'hui, sans trop faire de l'histoire, quand on regarde ces héros, on évoque toujours leur mémoire. Quels enseignements on peut tirer de ces résistances d'un point de vue politique, social et pour le Bénin? Merci. Je voudrais, pour répondre à votre question, rebondir sur l'aspect de guerre populaire, n'est-ce pas? Ça, c'est un aspect extrêmement important et qui, à mon avis, explique en partie la rudesse avec laquelle cette insurrection populaire, n'est-ce pas, a été écrasée. Et il serait intéressant, comme vous l'avez dit, qu'on puisse tirer les leçons, mais il faudrait aussi, parce qu'il y a un aspect un peu décevant, c'est qu'au niveau donc, de la dimension militaire, en dehors de l'étude du colonel Iropa Kwandoté, il n'y a pas eu de suite. Malheureusement pour Bioguera, je n'ai pas connaissance qu'il y ait même un début d'étude du dossier militaire. Et je pense, et ça je pense fortement, qu'il serait bon pour les armées africaines de prendre en compte l'histoire de ce genre d'action. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Chinois, les Vietnamiens et autres sont partis de l'expérience historique de leur peuple. Et ça, c'est très important parce que la liaison entre le militaire pour protéger les intérêts du peuple et les questions économiques, sociales, n'est-ce pas, sont également liées. Vous voyez? Donc, il y a une étude approfondie. J'espère que le colloque sera un développement parce que nous avions commencé, bon, le professeur Emmanuel Tchadou ne l'a pas dit par modestie certainement, on avait commencé sous sa direction en 1994 une recherche. C'est vrai, c'était sur la métallurgie du fer et c'est là que nous avons découvert que pendant la résistance de Kaba, et ensuite on a pu constater que ça a été de même pendant la résistance de Bioguera en partie, la métallurgie du fer a joué un rôle essentiel puisqu'il fallait alimenter en flèche, en nombre de plus en plus important, les guerriers. Ce qui implique une connaissance endogène. Oui. Et cette connaissance existe puisqu'on a vu, nous avons pendant donc, les prospections, nous avons identifié, grâce justement une fois de plus aux populations, qui nous ont dit que ces fourneaux que nous avons vus à proximité du site de Dataori, si je me trompe, n'est-ce pas, le site de la dernière résistance, il y a une série donc, de fourneaux qui, en 1994, étaient encore intacts en élévation. Monsieur Emmanuel Tiando, je ne sais pas si c'est un procès qu'il faut faire, mais on a comme le sentiment, je peux me tromper, qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits, en tout cas, c'est le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur ce que vous venez de décrire par rapport à Kaba. Est-ce qu'il y a des écrits, Monsieur le Président? Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il y a déjà des articles qui ont été publiés. Vous avez... Des articles, c'est pas suffisant pour un héros. C'est pas suffisant, mais il faut reconnaître que la recherche n'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, ces questions-là n'intéressent pas toujours les jeunes. Ils sont préoccupés par autre chose. Mais néanmoins, il y a des travaux qui ont été faits. Je peux, par exemple, citer un travail de Garcia, le travail de Garcia, qui a traité des résistances au Dahomey. Vous avez ensuite le collègue Sylvain Aniquin qui a mais là, vous nous parlez de Garcia, ça c'est un regard extérieur. Oui, mais bien sûr. Le regard du colonisateur sur le colonisé, il ne peut pas avoir d'objectivité. Mais écoutez, tout ça là, c'est un travail historique. Tout n'est pas faux dedans.
Puis vous avez le travail de Maurice Kouandété, quand même un aspect de l'insurrection nationaliste au Dahomey. Et puis bon, à l'occasion de ce centenaire-là, je me suis permis de faire une compilation d'articles qui ont été rédigés sur Kaba et que je peux vous donner pour votre propre gouverne. Donc, il y a des choses qui ont été faites, certainement qu'il faut en faire beaucoup plus. Et je crois que l'occasion nous sera donnée au cours de ce colloque-là de tracer quelques pistes de recherche pour mieux approfondir l'histoire de la résistance de Kaba et pourquoi pas celle de Biogera. Pourquoi vous dites de lui, j'ai lu quelques documentations, vous parlez de lui comme d'un nationaliste précoce, ça veut dire quoi? Kaba, j'ai lu dans quelques-unes de... Ah, je ne pense pas avoir écrit ça. Enfin, c'est dans le document que vous m'avez donné, oui, qui s'appelle « Appel à la communication ». Oui, mais dans le thème du colloque, on dit de lui que c'est un nationaliste précoce. Oui, c'est un nationaliste précoce parce que, bon, à l'époque, nous sommes en 1917, nous sommes en 1914-1917, et il n'avait pas la même vision que ses successeurs. Et donc, ce qui l'intéressait, nationalisme, c'est l'intérêt de sa nation à lui en ce moment-là. Donc on peut le considérer comme un nationaliste. La question qui se pose souvent, on n'a pas encore fini avec le contenu du colloque, mais quand je fais un recul par rapport au centenaire de Béhanzin, la question qui va se poser certainement au lendemain du centenaire de Kaba, c'est déjà posé. Après les centenaires, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça, vous avez tout à fait raison. On organise quelque chose, on mobilise les gens, on va, on fête, on présente, on fait des communications, mais après, qu'est-ce qui reste? Vous avez tout à fait raison, parce que ces événements et ces commémorations ne devraient pas être que des éléments, des occasions de fête, c'est vrai, c'est légitime de reconnaître, de faire un certain nombre de cérémonies, mais il est aussi important que la mémoire perdure. Et vous avez parlé tout à l'heure de leçons, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a une dimension éducative. Il y a aussi, si on veut, en même temps une dimension éducative, il y a aussi une dimension, disons, de communication de ce que nous sommes. C'est vrai que nous avons donc le musée régional de Nati Tengou qui a fait allusion à cette résistance, encore qu'on pourrait améliorer. Ça, c'est vraiment très important, l'amélioration du contenu donc des expositions du musée régional. Et il y a surtout le mémorial de Kaba qui donc est donc en quelque sorte un élément. Mais le contenu est très important et surtout la diffusion de cette information auprès de la jeunesse de ce pays. Quand je prends le cas d'Abomey, depuis le centenaire de Béhanzin, qu'est-ce qui a été fait d'autre sur le plan touristique, par exemple? Bon, je crois, sur le plan touristique, vous savez qu'à Abomey, il y a un festival quasi-annuel qui s'y déroule dans les espaces, comment vous dites ça, palatiaux. Il y a et ça c'est grâce à la coopération bénino-japonaise, le palais de Béhanzin qui a été réhabilité et on en a fait un centre d'interprétation. Bon, ça, ce sont les dimensions touristiques et je pense aussi qu'il y a une agence de tourisme d'Abomey qui est en train de développer les routes donc, de la résistance du roi Béhanzin. Bon, ça c'est... Mais il est aussi important, ça c'est mon point de vue, que ce tourisme-là se développe autant en direction des populations du Bénin que de ceux qui sont intéressés par les cultures du Bénin. Ça, je pense que c'est primordial.
il faut qu'on se connaisse soi-même, et la dimension donc des résistances, donc non seulement de Béhanzin, de Bioguera et de Kaba, ce sont des éléments qui doivent être intériorisés par la jeunesse béninoise. Et quand tout à l'heure, le professeur Tiando, vous répondez à votre question, et il disait que ce n'était pas lui qui l'a dit, mais c'est inscrit dans le dépliant que j'ai. Le dépliant, un nationalisme précoce. En fait, lui, il a défendu son peuple, ou tous ceux qui vivaient donc dans l'espace qui était le sien. Et ça, c'est très important, l'attachement au peuple, l'attachement à ceux à qui, n'est-ce pas, qu'on doit protéger. Et naturellement, cette notion se développe, parce qu'il serait intéressant de voir comment par la suite certains intellectuels dahoméens ont interprété ces mouvements-là par rapport, donc, parce qu'il y avait une presse à ce moment-là. Il serait intéressant de recompiler cette presse et de voir comment étaient restitués ces événements extrêmement importants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en même temps qu'il y avait Kaba et Bioguera, il y avait au Mono et dans le Rolidje des mouvements d'insurrection de même nature par rapport à cette imposition. Donc, pourquoi il n'y a pas eu de héros, entre guillemets, dans ces localités? Je n'entends pas parler de héros au niveau de... Attention, oui, attention. oui. Mais on n'a pas fait encore suffisamment de recherches sur ces régions-là. C'est sûr qu'il y a eu des individus. Nous parlons d'une période qui remonte à 100 ans. Quand est-ce qu'on va faire les recherches? Mais les recherches, ça se fait tous les jours. Ça se fait tous les jours. Il faudrait que quelqu'un se penche sur ces questions-là. Quelqu'un, c'est les fils du Mono, c'est tout qui? le monde, tous les historiens. Y compris vous. Non, je ne suis pas historien. Mais quand vous lisez la documentation concernant le Rolidje, il y a des figures qui apparaissent. Il y a quelques figures qui apparaissent. Il s'agit maintenant de pouvoir les identifier à travers une production pour qu'on connaisse réellement qui sont ces personnes. À ma connaissance, il n'y a pas eu encore ce travail-là assez poussé concernant les Sarouais et les Roli. Mais il est possible que nous ayons des héros de la même dimension. Bien sûr. Il est même possible, voire probable, qu'il y ait des héros inconnus. Parce que justement, Monsieur le Président, vous êtes historien, Monsieur Adandé est historien, archéologue à la retraite. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes étudiants en histoire? Nous parlons d'une époque de 100 ans et personne ne fait les recherches, et vous dites que les recherches vont se faire. Mais si nous, on est à la retraite, cela ne veut pas dire que la recherche ne doit pas continuer. Quand on dit aux jeunes de faire ce travail-là, vous savez ce qu'ils répondent? Non. Nous avons faim. Nous voulons plutôt manger. Mais la recherche peut apporter le bien-être. Mais oui. Et puis, je veux rebondir un peu sur une question que vous avez posée, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui, quand on organise les centenaires, après les colloques, il n'y a plus rien. Ce n'est pas que les gens ne font pas de propositions. Ils ouvrent des pistes. Mais malheureusement, la recherche, comme je vous l'ai dit, ça coûte cher. Il faut financer la recherche. Les gens font bien des projets, des programmes de recherche, mais s'ils ne trouvent pas le financement, comment vont-ils réaliser ça? Vous savez, au département d'histoire et d'archéologie, ce n'est pas les programmes qui manquent. Non, il y a eu une réflexion sur la protection, la sauvegarde de ces sites-là, de la résistance de Kaba. Mais ce n'est pas avec Saou qu'il ira protéger ces sites. Ce n'est pas avec Saou qu'il ira tracer les pistes. Donc, il est question de la réalisation d'un programme soutenu par l'État. Parce que ça fait partie du patrimoine de l'État. Les chercheurs livrent des informations. Ils font le point de leurs découvertes.
il appartient maintenant à l'État de mettre en œuvre une politique pour sauvegarder ce patrimoine. Avant qu'on examine justement ce qui pourrait être fait dans le cas des sites de la résistance de Kaba, parlons du colloque international. Quels sont les grands axes de ce colloque? Qu'est-ce qui va être fait? Est-ce qu'il y a des conférences? Nous avons dit ceci au cours de nos rencontres pendant qu'on préparait ce colloque. Nous voulons que ce colloque-là soit un colloque qui soit un colloque de caractère international. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce ne sont pas les fils de la Takura seulement qui vont venir présenter des communications. C'est les universitaires, et nous avons la chance d'avoir des Togolais et un Français qui arrivent pour présenter des communications. Deuxième chose que nous avons dite, c'est que nous voulons faire de la résistance, de l'histoire de la résistance de Kaba, une histoire totale. Pourquoi totale? Une histoire. Elle ne l'était pas. Non, elle ne l'était pas. Il ne s'agit pas tout simplement de décrire les combats. Non. Il faut inscrire la résistance de Kaba dans son contexte. Son contexte à la fois national, son contexte sous-régional et son contexte international, pour mieux comprendre ce que c'est. Et puis, la résistance de Kaba, c'est également l'étude des technologies métallurgiques. La résistance de Kaba, c'est toute une série de croyances qui irriguent justement la résistance et dont on voit les traces. Quand je parle d'histoire totale, c'est arriver à montrer tous les aspects de la résistance, que ce soit historique, sociologique, anthropologique, scientifique, littéraire, militaire. Voilà ce que nous voulons faire au cours de ce colloque. Et les communications qui seront présentées portent justement sur ces différentes thématiques. Et comme je viens de le dire, ce colloque-là n'est que le point de départ d'autres travaux de recherche qui seront effectués plus tard. C'est des pistes de recherche qui seront lancées, quitte maintenant aux jeunes étudiants de continuer à faire ces travaux de recherche. Monsieur Adandé, avec un regard plus détaché, parce que vous n'êtes pas de la région, mais je suppose que vous avez peut-être fait des recherches un tout petit peu là-bas. Est-ce que... Non, je vous dis que nous avons mené très bien. Vous avez mené alors une recherche sous la direction et je vous pose la question. Quelle est la viabilité, l'importance du site au regard de l'histoire? Il a dit, et ça c'est très important, c'était une équipe pluridisciplinaire. On a dit tout à l'heure qu'il faut que l'État accompagne. Oui, mais pour que l'État accompagne, il faut que ça ait un sens. Est-ce qu'aujourd'hui le site de la résistance de Kaba mérite qu'on investisse pour avoir des sites touristiques? Plus que mérite. Mais écoutez, laissez le regard plus que mérite, détaché. Vous êtes de la Takura, vous pouvez avoir un regard beaucoup plus intéressé. Je veux m'adresser à vous. Ce n'est pas qu'une question de fils de la Takura, parce que j'ai toujours dit à mon ami... Parce que lui, il aura un regard évidemment intéressé comme moi, mais vous avez un regard plus détaché. Ces questions sont beaucoup plus profondes, parce que j'ai toujours dit à mon ami Djibril Debourou que j'ai, depuis l'enfance, des rapports particuliers avec Bioguera. Bon, et ça remonte à la musique militaire sur Bioguera, Bassi, Kadouma, Nikida, etc. Bien. Et ça m'avait beaucoup impressionné et j'ai cherché à savoir qui était Bioguera et c'est comme ça que, par la suite, j'ai fini par savoir. Pour ce qui concerne la thématique de la résistance de Bioguera, et comme l'a dit le professeur Emmanuel Tando, c'est une histoire totale, y compris archéologique, technologique, parce que nous avons découvert, c'est ça que nous avons découvert. Et pourquoi la résistance de Kaba a duré 2 ans face à des armées ultra équipées. Et pourquoi, en fin de compte, comment vous dites ça, le commandement français a renoncé à un affrontement
vis-à-vis avec Kaba, c'est justement l'intelligence de l'utilisation du milieu par Kaba et ses partisans. C'est très important parce que nous avions un géomorphologue avec nous, le professeur François Thibozo. Et il nous a montré, et ça c'est aussi évident aussi quand on voit la configuration, comment la géomorphologie a été utilisée de façon très intelligente par ces résistants-là. Et comme vous avez fait allusion à la légende, une flèche, 1000 morts. Bon, enfin, je l'ai peut-être exagéré. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? C'est que les flèches utilisées par les résistants étaient d'un poison ultra efficace. Ça t'effleure, tu peux faire ta prière, n'est-ce pas? Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de tirailleurs, 10 Sénégalais, parce que tous n'étaient pas Sénégalais. Bon, et ils pouvaient faire leur prière parce que leur dernière heure est arrivée. Les autres pouvaient crier « Maman » et c'est terminé. Bon. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, le commandement français a décidé d'utiliser les obus, c'est-à-dire l'artillerie. Comme ça, le contact est à distance. Et c'est comme ça que ça s'est terminé, vous savez. Et on a écrasé, une fois qu'on a pu identifier où se trouvait donc la concentration donc, des résistants, on a utilisé le calcul des obus et puis on a écrasé. Est-ce qu'il y a eu trahison comme dans d'autres cas? Parce qu'on parle toujours de trahison. Est-ce que quelqu'un a trahi Kaba? On ne sait pas. Mais vous savez, dans les guerres, il y a toujours des gens qui sont à l'origine de la dénonciation. Tout comme ce fut le cas de la résistance de Bioguera, celle de Kaba a connu aussi ses traîtres. Mais quels ont été effectivement les traîtres? Les traditions parlent de Peul, mais en fait, il s'agit tout simplement d'une amnésie sélective. On ne sait pas qui c'est. En fait. On ne sait pas, mais c'est vrai que des Peuls ont fait partie des guides, des indicateurs, mais ils n'étaient pas les seuls. Et parmi les parents ou les proches de Kaba, il n'est pas exclu qu'il y ait eu des traîtres aussi. Mais ce qui est important, ce n'est pas tellement qui a été traître ou pas. Ce qui est essentiel, c'est de constater que la plupart des populations ont adhéré à ce mouvement. Maintenant, vous veniez de demander, mais quel intérêt la protection ou la conservation de la sauvegarde de ces sites présente d'un point de vue touristique, oui. D'abord, à titre personnel, j'ai dit que vous avez pour aïeul Kaba. Est-ce que... Vous le dites exprès pour demander ce que j'ai fait, moi. Non. Justement, c'est pour dire à quel point le sujet est important. Est-ce que vous souhaiteriez que là où votre aïeul est mort, qu'on oublie cet endroit? Je ne pense pas. Évidemment, non. Non. Mais au-delà de tout ça, à Dataouri, c'est quand même plus de 400 personnes qui ont été tuées. Et ce n'est pas parce que je suis de l'Atakura que je revendique la réhabilitation ou la conservation de ces centres. Non. C'est tout simplement, tout simplement parce que c'est légitime, quel que soit l'endroit du Bénin où il y a eu tant de morts, il faut protéger cet endroit. Pourquoi ça n'a pas été fait? Je ramène un peu la polémique sur aussi la tombe de Bioguera. Il a fallu, je crois, sauf si je me trompe, un combat de l'ancien ministre de la Défense, Koginduro, pour qu'on ait fait un mausolée. Alors, on dit les héros, mais pourquoi rien n'est fait en dehors de la stèle à l'entrée de la ville de Natitengu? Il n'y a peut-être pas grand-chose pour immortaliser sa mémoire. Non, c'est déjà ça ce qui a été fait. Mais il faut vous dire que tout ça là dépend de la volonté politique.
Parce que ce ne sont pas des individus. La volonté politique doit s'appuyer sur des éléments venant, soit des historiens. Mais j'aime pas que des propositions n'ont pas été faites. Des propositions ont été faites. Mais malheureusement, elles n'ont pas rencontré toujours l'adhésion de la volonté, de cette volonté politique. C'est tout. Et le colloque tel que ce centenaire que nous voulons organiser, mais c'est la manifestation de cette volonté des populations de la Takora de prendre en charge l'organisation de ce centenaire. Bon, voilà une volonté manifeste de se prendre elle-même en charge. Très bien. On m'annonce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission et je voudrais un mot de conclusion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour laisser des traces concrètes, pour laisser quelque chose de visible et qui apporte peut-être un bien-être aux populations dans le sens de l'immortalisation de la mémoire de nos héros, M. Adandé? Bien, alors vous me donnez l'occasion. Parce que j'imagine, si on crée des sites touristiques, quand je parle de bien-être, ce n'est pas de la philosophie. Quand on crée des sites touristiques, ça va apporter du travail. Je vous perçois très bien. Très intimement, puisque vous savez que la question du rapport entre la conservation et le développement des communautés, de la société globale, c'est une préoccupation pour les chercheurs et le patrimoine. Le patrimoine a plusieurs dimensions. J'insiste, moi, personnellement, sur la dimension éducative, mais il y a aussi la dimension socio-économique qu'il faut, disons, souligner. Et justement, à la fin de notre recherche de 1994, nous avons fait des recommandations. Parce que le site lui-même, quand vous allez à Dataouri, est lui-même très pittoresque, en dehors du caractère tragique qu'il ne faudra pas dénaturer dans une mise en valeur. Il faudra faire très attention pour ne pas dénaturer le caractère tragique, mais le vallon lui-même, n'est-ce pas, le truc fait que la nature de l'aménagement doit être fait avec beaucoup de tact pour ne pas défigurer le site et permettre une interprétation de visite, certainement avec des retombées touristiques, n'est-ce pas, de cet espace-là. Votre mot de conclusion, Monsieur le Président, à ce débat sur, disons, l'immortalisation de la mémoire de nos héros et à la veille, j'allais dire, du centenaire de la mort de Kaba. Je crois que c'est le grand écrivain André Malraux qui a dit que le tombeau des héros est le cœur des vivants. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas oublier ceux qui, au cours de leur vie, ont posé des actes tendant à nous montrer le chemin. En l'occurrence, ici, c'est le chemin de la liberté, c'est le chemin de l'indépendance. Les oublier serait tout simplement une faute que nous commettons, parce que si nous nous engageons dans le processus d'oubli, nous ne saurons pas d'où nous venons. Et donc la question de l'immortalisation de nos héros est une tâche essentielle. C'est un repère pour nous tous. Que ce soit Béhanzin, que ce soit Bioguera, que ce soit Kaba, que ce soit les populations Serroué ou bien les populations Oli, nous devons immortaliser leur mémoire parce qu'ils ont incarné quelque chose. Parce que aujourd'hui, si nous sommes libres, en partie, c'est grâce à eux, grâce à leur lutte. Et donc, je crois qu'il faut prendre la question très, très au sérieux et ne pas penser que lorsque nous parlons de célébrer un centenaire, c'est être accroché au passé qui ne veut rien dire, au lieu de penser plutôt au présent. Donc, je voudrais inviter tous les bénévoles à prendre part, dans la mesure de leurs moyens, à la tenue de ce centenaire-là, à la célébration de ce centenaire. Et s'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent accompagner le mouvement, eh bien, nous attendons qu'elles se manifestent. Merci infiniment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Ce soir, un dossier du dimanche spécial hommage aux héros des résistances à l'ordre colonial
au Dahomey, Béanzin, Biokera et Kaba à l'occasion de la célébration du centenaire de la mort de Kaba qui démarre le 5 avril prochain à Natitengu. J'avais comme invité Emmanuel Tiando, président de la Sénat, historien, président du conseil d'administration de l'Union des peuples de l'Atakora, Donga, pour les acquis de Kaba. Et M. Alexis Sadandé, historien, maître assistant d'archéologie, enseignant à la retraite. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir M. Léon Biobigo. C'est partie remise. Merci de nous avoir suivis. Merci à la réalisation avec l'équipe de Christelle Sabouran. À dimanche prochain. Quelque chose pour